Le chant des sirènes. Le chant des sirènes. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission féministe et engagée préférée, Le chant des sirènes. Sur Westrack Radio, un lundi sur deux, nous vous emmenons dans l'exploration d'un thème au travers de chroniques, d'anecdotes, de rencontres avec des invités, d'échanges en tout genre, le tout pimenté de chansons écrites ou interprétées par des femmes. Notre thème de ce soir, ce sont les femmes battantes ou combattantes. Et c'est donc moi, Pierrette, qui serai votre guide dans cette exploration, accompagnée de Tiffaine. Salut Tiffaine. Salut Pierrette. Marie, hello Marie. Bonsoir tout le monde. Et notre invitée Olivia. Bonsoir. Olivia. Bonsoir. Alors ce soir, nous allons entrer dans l'arène, engager un duel, riposter, nous défendre, nous battre de toutes nos forces, contre-attaquer, faire la révolution, résister, gagner du terrain, creuser l'écart, entrer en guérilla, agir avec détermination et créativité pour mettre fin au patriarcat. On se calme, nous allons parler de ce que nous inspire le thème des femmes battantes et combattantes d'un point de vue féministe. Avec cette émission, à notre petite échelle, nous contribuons au combat collectif des femmes pour nos droits et pour l'égalité. Alors quoi de mieux pour commencer ce chant des sirènes que d'écouter l'hymne des femmes créé par le MLF, le Mouvement de libération des femmes, en 1971. Sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Le fond, nos femmes esclaves, éprisons nos entraves. Debout, debout, asservis, humiliées, les femmes achetées, vendues, violées. Dans toutes les maisons, les femmes hors du monde reléguées. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, seules dans notre malheur, les femmes l'une de l'autre ignorées. Ils nous ont divisés, les femmes, et de nos sœurs séparées. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, reconnaissons-nous, les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime, les femmes, ensemble révoltons-nous. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, levons nos femmes esclaves et jouissons sans entrave. Debout, debout, debout. Vous écoutez le chant des sirènes sur Westrack Radio en ce lundi 25 avril 2022. Et avant de passer à quelques news, je me disais, tiens, mes compagnonnes autour de la table, si je vous parle de femmes battantes, femmes combattantes, femmes debout, à qui pensez-vous ? Oula, j'ai pas préparé ça. C'est l'improvisation. Est-ce qu'on a le droit de dire de moi-même ? Mais bien sûr. Voilà. Je suis une battante.
Voilà, je pense à Voilà. moi-même parce que je suis hyper nombriliste et égocentrique. Non, parce que tu reconnais ta qualité de battante. Ouais, franchement. Là, comme ça, je pense à Voltairine de Cleyre, enfin, voilà, des femmes qui se sont battues pour les droits des femmes. Et en battante actuelle, je sais pas, je cherche. Nous avons 50 minutes devant nous. Olivia. Je pense qu'on est toutes battantes au fond, chacune d'entre nous, parce qu'on a tous des combats quotidiens, etc. Mais sinon, dans l'actualité, récemment, c'était Joséphine Baker, je pense, qui, pour moi, résonne le plus en tant que femme combattante, à la fois résistante, etc. Donc pour moi, ce serait ça. Chouette. Et pour toi, Pierrette? Pour moi, c'est vrai qu'il y a toutes les femmes qui ont marqué l'histoire, dont on redécouvre les noms. Moi, je suis fortement marquée du fait d'avoir fait du terrain auprès des femmes victimes de violences par toutes ces femmes survivantes, qui sont assez incroyables. Mais je suis d'accord avec Olivia et on va en parler, en patriarcat, je pense que nous sommes toutes des femmes battantes. J'emmerde le patriarcat. Voilà, on a réussi à le caser. Et on va enchaîner avec un autre jingle, puisque c'est le moment des news. Marie qui a des news. Oui, alors j'ai une petite news parce que demain, il y a une soirée cinéma à ne pas rater, hein, donc ça s'appelle Cinéboxeuse. C'est organisé par la Don't Panic Team, hein, donc qui est un club de boxe à vrai, qui a été créé par Medine. Donc c'est une soirée en collaboration aussi organisée avec la ville du Havre, le Sirius et Normandie Images. Alors en fait, je sais pas si vous connaissez Amina Zidani, voilà, qui est quintuple championne de France, amateur en boxe anglaise. Et du coup, en fait, c'est une série documentaire qui va être projetée demain au Sirius à 18h. Et c'est donc une série documentaire immersive qui retrace les derniers jours d'entraînement d'Amina Zidani avant un combat qui pourrait bien faire basculer sa carrière. Donc la série documentaire, c'est 3 épisodes de 3 fois 22 minutes. Et voilà, donc de ses débuts en 2012 à ses premiers combats en 2013, en passant par l'obtention de son premier titre de championne de France en 2016, Amina Zidani ambitionne désormais d'entrer dans l'univers de la boxe professionnelle et compte bien remporter l'or aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Pour atteindre cet objectif ultime, Amina décide de passer chez les professionnels afin de marquer les esprits. Elle doit impérativement remporter son premier combat, organisé le 3 avril dernier par son club des Mureaux, le très réputé BAM, l'héritage. Dès lors, un compte à rebours psychologique et physique est lancé. Donc en fait, la série documentaire s'appelle La Cour des Grandes. Voilà, c'est un documentaire qui nous embarque dans le club mythique donc des Mureaux, où les moments de doute, la fatigue, la faim et la soif côtoient l'envie de vaincre. Au fil du documentaire, on découvre l'entourage de la jeune athlète avec Rima Ayadi et Wassila, désolé si j'écorche les noms, hein, El Kadiri, qui sont 2 sœurs de combat qui partagent la même ambition qu'elle, avec aussi l'entraîneur du club des Mureaux, Abadila Alab, et les préparateurs sportifs et autres membres du staff qui participent au rituel d'avant-match. Bref, loin des clichés du sport et de l'argent, la Cour des Grandes révèle aussi les combats menés en dehors du ring, par exemple pour financer l'organisation de la rencontre, de la recherche de sponsors en passant par l'indemnisation de son adversaire. La jeune athlète doit se battre sur tous les fronts pour créer les conditions propices à sa victoire, et ce sur fond de crise économique et sanitaire, hein, comme ces dernières années. Hein. Et au-delà de l'exploit sportif, des rounds, des coups reçus et donnés, la Cour des Grandes dévoile une histoire de dépassement de soi, de sacrifice, d'amitié et de solidarité, une aventure humaine, collective et intime à la fois, où l'abnégation et la détermination d'Amina Zidani seront mises à rude épreuve. Une inspirante épopée pour entrer dans la Cour des Grandes. Donc ce documentaire est projeté demain, les 3 épisodes demain à partir de 18h au Sirius. Après, la projection est suivie d'un échange avec Amina Zidani et puis Chiznan aussi, qui est secrétaire, je crois, du club de la Don't Panic et qui a aussi écrit Bienvenue à la Cantoche, un livre, voilà. Et aussi, ce sera animé par Nadia Mazari.
Donc je sais pas qui est cette Nadia, mais voilà. Et après cette projection, en fait, la Don't Panic Team propose aussi des initiations à la boxe, donc au club de la Don't Panic Team, mercredi prochain, donc le 27 avril, de 13h à 15h et de 15h30 à 17h, et aux mêmes horaires le samedi 7 mai. Donc cette série documentaire, elle sera diffusée à partir du 24 juin sur Vice TV et en replay sur MyCanal. Donc voilà, j'ai très envie de voir. C'est réalisé aussi par Anthony Pinelli. Voilà, une série documentaire voilà, qui a l'air bien intéressante et chouette. Donc Merci, je vous conseille Marie. demain d'être à 18h au Sirius. Voilà, et ça fait que notre émission est vraiment super bien synchronisée T'as avec vu, l'actualité du Havre, C'est clair. comme si nous avions fait exprès. Ça prouve qu'on n'a pas enregistré. Hein. Voilà, nous sommes en live, en direct. Tout à fait. Et une autre actualité, nous sommes le lendemain d'un certain dimanche, d'un certain deuxième tour. Et donc une actualité qui va nous impacter pendant 5 ans, les 42% de vote pour Marine Le Pen. Alors nous avons failli avoir une femme présidente et Pour en la même temps, première fois, on nous était sommes contente. contentes de ne pas avoir 7 femmes présidentes. Et moi, je voulais vous partager un texte d'une slameuse et poétesse belge qui s'appelle Lisette Lombé, qui est assez incroyable. Elle est d'origine congolaise et vous le verrez puisque dans son texte, elle en parle. Le texte s'appelle Bleu marine. Bleu mer du Sud, bleu ciel, bleu pastel, bleu azur, bleu acier, bleu pétrole, bleu cobalt, bleu France, bleu roi, bleu nuit, bleu marine. Chez moi, à Kinshasa, Marine Le Pen, on ne te connaît pas. À Kinshasa, le bleu marine, c'est la couleur de l'espoir. C'est la couleur des uniformes qui ne partent pas à la guerre. C'est l'appel de la rue, des églises qui rampent au pied des écolières. Ici, en Europe, le bleu marine, c'est la couleur du dragon. Un dragon racé et élégant, beau parleur, enfumeur de rétine. Un dragon affable, flatteur de pensées étriquées, brocardeur d'étrangers. Un dragon qui a fait peau neuve, du rose sur les joues, du phare sur les marécages et qui a réussi à nous faire oublier qu'il était un dragon. Marine Le Pen, la fille Le Pen. Bleu marine, ses bottes nazies chic qui battent le pavé des mémoires courtes. Bleu marine, son costume œillère qui lisse, qui polisse les croix et les crocs. Bleu marine, ses enfants qui défilent à rebours de l'histoire. Fiers, décomplexés, néo-Charlie, nouvelle Jeanne d'Arc, cracheurs de haine, anti-homo, anti-négro, un peu de terroir, beaucoup de terreur, on racle, on gratte les bas étages de Maslow. Mais chez moi, à Kinshasa, Marine Le Pen, on ne te connaît pas. À Kinshasa, le bleu marine, c'est la couleur de l'espoir. C'est la couleur des uniformes qui ne partent pas à la guerre. C'est l'appel de la rue, des églises qui rampent au pied des écolières. C'est la cour de récréation où l'on se joue des maîtres. On imite, on se moque, léger, farceur, innocent. On ne s'imagine pas qu'un jour on mourra en migrant. Du sable dans les cheveux, du sable dans les yeux, du sable entre les dents. On imite, on se moque, léger, farceur, innocent. On annonce, on répète, on perroquette. Bleu mer du Sud, bleu ciel, bleu pastel, bleu azur, bleu acier, bleu pétrole, bleu cobalt, bleu France, bleu roi, bleu nuit, bleu marine. C'était Lisette Lombé, je vous encourage à aller sur internet l'écouter pour d'autres textes. Et parce que l'actualité n'est pas spécialement joyeuse du coup, il nous faut de la motivation et on va la trouver du côté de France Gall. C'est une suggestion d'Olivia, une suggestion très pertinente pour ce lendemain d'émission. Alors pourquoi cette chanson, Olivia ? Alors, dédicace à ma maman qui m'a conseillé cette musique, puisque c'est pas une musique de mon époque, mais je trouve c'est important quand même d'avoir toutes les générations représentées, surtout dans une émission comme ça. Et cette chanson s'appelle Résiste, ça va très bien avec notre thème des femmes combattantes. Si on t'organise une vie bien dirigée, où tu t'oublieras vite. Comme un amour qu'on quitte. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste. Prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste. Résiste. Suis ton cœur qui insiste.
Le chant des sirènes avec vous ce soir sur Westrack Radio. Et nous parlons ce soir des femmes qui se battent, au sens propre comme au sens figuré. Alors on va commencer par les femmes combattantes, des femmes qui se battent physiquement, des guerrières. Louise Michel, dans ses mémoires, clamait son amour de la violence dans des termes dénués d'ambiguïté. Elle disait « Oui, barbare je suis, j'aime le canon, l'odeur de la poudre, la mitraille dans l'air, mais je suis surtout éprise de la révolution. » La violence féminine existe et pourtant elle est difficile à appréhender, à accepter même, car elle va à l'encontre des rôles sexués attribués aux femmes. Nous nous devons d'être douces, de soigner les autres, d'être pacifiques. Depuis toute petite, on nous met à l'écart des armes, à la différence des garçons pour qui on convient qu'il est naturel de jouer à la guerre. Mais pouvons-nous être violentes ? Comment la société juge-t-elle des femmes qui se battent dans la rue, dans des armées, dans des guérillas, pour des causes, qui se défendent en utilisant la violence quand il ne leur reste plus que cela ? J'ai parcouru 2 ouvrages pour comprendre comment la violence féminine est représentée et vécue dans nos sociétés. Il y aurait tant à dire tellement c'est passionnant. Donc je vous recommande Penser la violence des femmes, des chercheuses Colline Gardy et Geneviève Pruvot, un ouvrage de 2012, et Combattante, une histoire de la violence féminine en Occident, un ouvrage collectif sous la direction de Martial Poisson de 2020. Je vais vous partager l'une des analyses de ces ouvrages. Voilà ce que j'en ai retiré. Quand les femmes ont pu être usées de la violence ou être battantes dans l'histoire ou dans l'imaginaire, les discours et les représentations vont nous dire 2 choses. Donc il faut se rappeler que les discours et les représentations sont créés dans un contexte de patriarcat. Alors d'une part, on va nous dire que c'est pour une bonne raison. Jeanne d'Arc, qui se sacrifie pour la France. Judith, qui décapite Holoferne pour mettre fin à la guerre contre son peuple. Wonder Woman, qui combat le mal. Donc dans ces situations, même s'il y a eu de la violence, ou en tout cas un combat de la part des femmes, même si elles ont brisé les stéréotypes et agi comme des hommes, entre guillemets, elles l'ont fait dans l'esprit de ce qu'on attend d'elles, être au service de l'intérêt collectif, aider les autres, se sacrifier. Rien de tel qu'une femme pour faire le ménage. N'est-ce pas ? Alors, d'autre part, lorsqu'elles ont agi avec violence dans un sens qui n'est pas validé par les sociétés patriarcales, on va les décrire comme folles. Ça va contribuer au cliché de l'hystérique, la femme irraisonnée. Par exemple, Charlotte Corday, qui tue Marat. Jacqueline Sauvage, pour parler d'une situation récente, qui a tué son mari violent. Les pétroleuses, c'était des communardes qui étaient nommées pétroleuses pour les disqualifier, alors même qu'elles étaient dans l'action de la commune et qu'elles contribuaient au combat. Elles utilisaient le pétrole pour mettre le feu. Les vitrioleuses, qui attaquaient leur mari leur ex-mari en général pour se venger. C'était dans les années 1870-1930. Et on va les juger très sévèrement, mais en omettant complètement de parler de pourquoi elles en arrivaient à cette extrémité-là, parce qu'il y avait des contextes de violence conjugale évidemment derrière. Et pour beaucoup de ces femmes violentes, on va chercher à les canaliser souvent par le biais médical, pour rappeler que ce n'est pas naturel d'être violente, que ça se soigne. Une fois de plus, comme si c'était quelque chose qu'on pouvait remettre dans le naturel, soi-disant des femmes. Ou alors on va les discréditer d'une autre manière. Ou que ce soit par le ridicule ou par l'oubli. Et c'est une manière de rappeler aux femmes, finalement, en général, qu'il ne faut pas sortir des cadres, il ne faut pas sortir de leurs conditions. Donc, par exemple, les Amazones, elles vont être caricaturées comme anti-hommes, ou alors elles n'ont pas su préserver leur groupe. Donc, finalement, ce n'était pas viable, ce groupe de femmes. Et puis, il y a tout le cliché des femmes entre elles qui s'arrachent les cheveux. Les femmes qui ont marché sur Versailles en octobre 1789, c'est quand même grâce à elles que le roi a fini par ratifier les décrets de la Constitution, de la Déclaration des droits humains, mais on va les oublier comme par hasard dans les livres d'histoire. Je ne sais pas si vous vous souveniez de ça. Non, pas du tout. Voilà. Et toutes ces figures historiques de femmes qui ont pris les armes pour se battre pendant la guerre d'Espagne, dans la Résistance, dont on ne parlera pas pour ne garder que l'image de ces hommes qui sont battus au service de leur famille, de leur patrie. Donc aujourd'hui, on commence à revenir sur ces figures, mais il a fallu beaucoup de temps pour qu'on s'y intéresse. D'ailleurs, petite parenthèse, Wonder Woman, elle vient des Amazones. Tout à fait. C'est une des... Oui. J'aurais bien voulu avoir d'ailleurs un extrait de son film où elle disait une phrase percutante, mais je n'ai pas trouvé. C'est un film d'ailleurs féministe dans sa prise de vue. Voilà. Il passe le test de Bechdel. Très bien. Donc je rappelle, le test de Bechdel, c'est un test qui permet de savoir si un film féministe, il faut qu'il y ait 2 personnages féminins dont on a un prénom, ce ne sont pas juste la copine d'eux ou l'assistante d'eux, qui se parlent entre elles, sans hommes, et qui ne parlent pas d'hommes. Alors essayez de faire un test sur
pas mal de films. Ouais. Mais il correspond aussi, du coup, parce qu'on a beaucoup parlé de male gaze, pardon, je fais une grosse parenthèse, mais dans le cinéma, et du coup, le male gaze, c'est la vision masculine dans le cinéma, c'est-à-dire l'hypersexualisation d'une femme, la Comment filmer c'est filmé, comme si c'était un objet de désir et rien que ça. Et dans Wonder Woman, non, on n'a pas de gros plans sur le cul de Wonder Woman. Hein, Oui, sur son décolleté. Elle est filmée comme un homme au cinéma, c'est incroyable de dire cette phrase, je n'en reviens pas. En tout cas, elle est filmée selon une nouvelle façon de filmer qui ne sexualise pas les femmes. Donc voilà, et puis récemment, ce sont les gangs de filles qui ont fait l'actualité, instrumentalisées finalement, d'une part pour dire que l'égalité est là, mais regardez, elles sont aussi violentes que les hommes, alors que d'une part l'égalité n'est pas du tout là et que ce n'est absolument pas l'objectif d'avoir de la violence symétrique. Et d'autre part, elles sont montrées du doigt comme un danger pour la cohésion sociale. On parle de panique morale. Regardez, rien ne va plus, même les filles deviennent violentes. Et ça permet de rappeler aux autres femmes que c'est pas naturel pour les femmes d'agir ainsi. Donc on a un discours alarmiste, comme si on découvrait que des femmes pouvaient se battre, alors même qu'on vient de voir qu'il y a eu des femmes battantes tout au long de l'histoire, mais qu'elles ont été bien sciemment oubliées. Et c'est aussi une stratégie pour ne pas parler des raisons qui amènent ces femmes à agir ainsi. On est plutôt dans les conséquences et on oublie de parler du contexte. Donc c'était intéressant de découvrir tous ces schémas et toutes ces situations de femmes qui ont agi souvent pour une cause. Et même dans le mouvement féministe, on a pour beaucoup d'entre nous un idéal de non-violence pour créer une société égalitaire. Donc quand on évoque des femmes qui sont battues pour leurs droits, on pense d'abord à leur motivation, on pense peu souvent à leur mode d'action. Et je vais vous passer un petit audio qui est l'extrait de la bande-annonce d'un film. Je vais vous demander de deviner de quel film il s'agit. Ne sous-estimez jamais le pouvoir que nous, les femmes, avons pour décider de notre destin. Nous n'avons malheureusement aucune alternative que de défier sans tarder ce gouvernement. Le droit de vote pour les femmes! Nous allons frapper au cœur des communications. Mon travail est de faire respecter la loi. Je m'en fiche, on m'a pas demandé mon avis sur cette loi. Punissez les responsables. Par n'importe quel moyen. On vous mettra hors d'état de nuire. En faisant quoi? Vous comptez toutes nous enfermer? On est dans toutes les maisons, on est la moitié de l'humanité, vous nous arrêterez pas toutes. C'est les suffragettes, non? Il y a Yes. pas un film qui vient... Ouais. Bravo Marie. Voilà, en effet, c'est Les Suffragettes qui est sorti il y a quelques années, je ne sais plus, dans les années 2015-2016, je crois, et en fait qui montre les actions directes que les suffragettes mettent en place après les tentatives de revendication plus pacifiques qui n'ont pas apporté leurs fruits. Et on découvre d'ailleurs les traitements qu'elles suivent en prison lorsqu'elles sont arrêtées, comme l'alimentation de force, qui est une torture, ce qui montre bien que là, pour le coup, elles sont traitées comme n'importe quel autre être humain, de manière aussi violente. Et voilà, dans ce contexte, après avoir parlementé, argumenté devant l'attitude méprisante des hommes, comment ne pas choisir d'agir plus radicalement? Pour moi, la violence, c'est des opprimés, c'est une résistance finalement. Mais voilà, c'est une résistance parce que les femmes sont avant tout victimes d'une violence masculine institutionnelle et individuelle, juste parce qu'elles sont femmes, à la maison, dans l'espace public, au travail, mais aussi et de manière particulièrement cruelle dans les guerres. On en revient. Et on commence seulement maintenant à se rendre compte de la réalité de ces violences. En patriarcat, on en a parlé tout à l'heure finalement, quand on a évoqué chacune nos peut-être des modèles, se battre pour les femmes, c'est aussi avant tout survivre. Et c'est aussi agir en collectif dans un monde qui cherche à nous séparer les unes des autres, à nous diviser. Et donc, malgré cette petite introduction qui n'est pas très joyeuse, je voulais quand même amener quelque chose de plus positif. Je voulais vous partager une chanson coécrite par des femmes incroyables qui ont survécu aux violences sexuelles qu'elles ont subies pendant les conflits et les guerres dans leur pays. Ce sont des femmes battantes du Congo, de Colombie, d'Irak, de Bosnie, de Centrafrique, du Bangladesh, du Nigeria, de Syrie et malheureusement encore d'autres pays, avec laquelle j'ai eu l'honneur de travailler pour demander la reconnaissance du viol comme arme de guerre, l'année où Nadia Mourad et le docteur Mukwege ont obtenu le prix Nobel de la paix en 2018. Et dans cette chanson, les survivants du réseau SEMA, SEMA ça veut dire s'exprimer en swahili. Elles s'expriment dans leur langue, donc vous verrez, vous entendrez du swahili, de l'espagnol, de l'arabe, et elles disent « Je suis un petit oiseau qui va toucher le ciel ». C'est aussi un fémage aux femmes et aux filles d'Ukraine qui sont aujourd'hui confrontées au pire. Tumeamua kuvunja ukimya, tulijitia pamoja ili tuachie watoto wetu dunia bila ujeuri na ubakaji. Toingi kimya. I'm just a little
the future can fly away. The beautiful bright always fly away. If you have the bright future, fly away. Come on, fly away. Come on, fly away. I say yeah, 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 yeah. Todo cura, todo sana, todo lleva medicina dentro. Todo cura, todo sana, todo lleva medicina dentro. Llevo agua, llevo viento, llevo el universo adentro. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Who will touch the sky? La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. I'm just a little bird who will touch the sky. I'm just a little bird who will touch the sky. I'm just a little bird who will touch the sky. I'm just a little bird. Oh my God. Vous êtes sur West Track Radio dans le chant des sirènes et nous parlons de femmes battantes ce soir. Donc nous venons d'entendre les survivantes du réseau SEMA. SEMA qui veut dire s'exprimer en Swahili, comme nous l'avons dit. Et au Congo, à Bukavu, là où les conflits et les violences continuent, la fondation Panzi du docteur Mukwege organise des activités pour accompagner ces femmes dans leur reconstruction. L'une de ces activités, c'est un atelier de karaté qui est donné par Laurence Fischer. Elle est triple championne du monde. Elle a créé une association qui s'appelle Fight for Dignity pour aider les femmes à reprendre confiance en elles, à gérer leurs émotions, à réapprivoiser leur corps et à s'exprimer de nouveau. Et je voulais vous partager un peu ce qu'elle dit, Laurence Fischer, une femme qui se bat pour les autres femmes en utilisant son arme, qui est le sport, qui est lui-même un sport de combat. J'ai fondé Fight for Dignity en 2017 parce que j'ai constaté que dans le travail de résilience des femmes, le sport peut être un outil de reconstruction, de réappropriation du corps et d'estime de soi. Et c'est pour ça qu'on a aussi démarré à la Maison des Femmes de Saint-Denis, où on a un très grand nombre de femmes victimes de violences, que ce soit des viols, violences conjugales, excisions. On a des femmes qui font des parcours de réfugiés, donc qui ont connu l'enfer, et c'est inacceptable. Voilà. Et c'est ça pour moi, c'est voilà, ça c'est mon combat, et je le fais avec mes armes, avec ce que je sais faire de mieux, le sport. Considérer la femme dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de c'est quelque chose qui n'est pas respecté et qui m'indigne. Voilà, c'était Laurence Fischer, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait sur son site Fight for Dignity, parce que c'est assez impressionnant de voir ces femmes ensuite se réapproprier leur corps et s'amuser aussi et oser se battre. Dans le sport, les femmes se battent sur des rings, sur des tatamis, sur des tapis, avec leurs mains, avec des fleurets, avec des épées, avec des gants de boxe. Donc au Havre, nous avons plusieurs clubs et nous avons une championne, Amina Zidani, dont tu nous as parlé, Marie. Et donc, je voulais aussi qu'on puisse écouter la bande-annonce du film dont tu nous as parlé, La Cour des Grandes, parce qu'il va nous permettre ensuite d'aborder la question des femmes dans les sports de combat. C'est mon premier combat professionnel et l'objectif, c'est d'envoyer un message fort. Je suis dans la catégorie et voilà, je suis là. On a souvent une image de la boxe qui est comme un sport masculin, les filles elles ont le nez à côté, mais c'est des idées reçues. La lionne, c'est elle qui chasse. On va chasser ce soir. Reviens le ventre plein. Je vais te respecter. Respecte-moi. Même si elle m'a pas donné de coup, ma tête n'est jamais à la même place. Elle sait pas où sniper. Dans ta tête, tu te dis même pas, je vais gagner. C'est une évidence. J'annonce Ruma, Carofoin. Aujourd'hui, on ne vit pas de la boxe. Ça a été difficile pendant très longtemps. Et ça l'est encore aujourd'hui. Combien de fois j'ai voulu abandonner ? Et on se dit, mais non, en fait, ça fait pas partie de moi, abandonner. Tant pis, tu remontes. Je vais aller au bout et ça va payer, c'est sûr. Là, j'ai envie de boxer tout de suite. Elle a l'air d'être addict à la boxe. Bah oui. Alors, on va parler non pas de boxe ce soir, mais de karaté.
comme tout à l'heure on a parlé de Laurence Fischer, on a Olivia avec nous. Merci beaucoup Olivia d'être là. Je vous en prie, c'est avec plaisir. Eh bien, on va te poser plusieurs petites questions pour comprendre un petit peu ta passion. Est-ce que tu peux d'abord te présenter, nous dire pourquoi tu es au Havre et comment tu es arrivée au karaté ou ta relation au karaté? Alors, je m'appelle Olivia et j'ai 18 ans. Je suis au Havre pour mes études, pour 2 ans. Donc, je découvre la Normandie, qui est pour l'instant une excellente région. Et j'ai commencé le karaté donc à 5 ans, donc ça fait 13 ans que j'en fais. Donc à 5 ans, évidemment, on fait pas forcément ses choix et c'est mes parents qui m'ont encouragé, qui m'ont mis au karaté plutôt, on va dire. Tout simplement parce qu'ils voulaient que, effectivement, je puisse me défendre, mais aussi me défouler. Et je pense que le karaté, ma relation par rapport au karaté, c'est effectivement de canaliser l'énergie, canaliser le stress, savoir gérer le stress par la suite et surtout aussi connaître les limites de son corps, comme dans tout sport, et surtout connaître bien son corps, ce qu'on est capable de faire avec, et je trouve que c'est important quand justement on doit essayer de se défendre ou même dans n'importe quelle situation. Est-ce que tu sais pourquoi tes parents ont choisi le karaté? Alors pour la petite histoire, ma sœur, ils ont mis donc j'ai une grande sœur, qui a 4 ans de plus que moi, qu'ils ont mis au judo. Sauf que le judo, évidemment, on chute énormément, alors que le karaté, on a tendance à rester beaucoup plus debout. Et elle en avait marre de chuter. Donc évidemment, à 6 ans, 7 ans, quand elle a commencé à se rebeller, elle a demandé à arrêter le judo. Donc mes parents n'ont pas voulu faire la même erreur, ils m'ont mis au karaté où justement on est plus debout, on n'est pas tout le temps à terre, surtout qu'au judo, évidemment, c'est un petit peu comme au karaté, il y a énormément de garçons par rapport aux filles, donc forcément tout le temps se faire mettre à terre par les garçons, c'est pas très agréable, surtout à un si jeune âge. Et donc justement le karaté c'était plus égal à égal. Donc c'est pour ça qu'ils ont choisi le karaté plutôt. C'est intéressant, c'est-à-dire que pour ta sœur et toi, ils ont choisi des sports de combat. Exactement. Et ils n'ont pas été dans les clichés des activités. Oui, c'est ça, exactement. Après, c'est à moi de continuer par la suite. Si j'ai continué, c'est bien parce que ça m'a plu et parce que je trouvais bien mon compte dedans, ça me défoulait et à la fois, j'apprenais énormément de choses. Et le judo, par exemple, je ne sais pas si j'aurais continué ou pas parce que c'est aussi, au niveau des personnalités, on est très différentes. Et évidemment, quand on a plus l'habitude de faire du sport, d'aller au contact, forcément, ça devient plus facilement les sports de combat, quoi. Et qu'est-ce que tu aimes le plus? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Là, Laurence Fischer parlait d'estime de soi. Ouais. Et qu'est-ce que t'aimes le moins aussi? Ce que j'aime le plus, commençons par le positif. Je trouve que dans le karaté, il y a énormément de moyens de s'exprimer, surtout dans les combats, dans tout ce qui est... On a chacun son style, c'est pour ça que généralement on se réfère à des animaux pour donner un style, mais il y a moyen énormément de s'amuser, d'improviser et surtout d'apprendre en s'amusant. Et avec les autres, le contact avec les autres, ce partage de savoir, cette transmission du savoir qui se fait entre le professeur, l'élève, et on n'a pas forcément besoin d'être un professeur pour pouvoir enseigner, on apprend en copiant, et justement les gens nous copient, donc après on va les aider, etc. Et ce que j'aime le moins peut-être au karaté, c'est ce qui est le plus difficile en tout cas, c'est la concentration. Ça demande énormément de concentration au final, parce que c'est un art martial, faut bien le répéter, c'est un art martial, il faut se concentrer. Quand on rentre sur le tatami, on dit souvent qu'il faut se mettre dans une bulle. Et par exemple, après une journée entière de cours, après une journée de travail, on n'a aucune envie, on n'a qu'une seule envie justement, c'est de se mettre dans un lit. Et là, on doit aller au karaté et c'est justement cette concentration qu'il faut avoir en permanence, quoi. Donc du coup, tu t'es beaucoup entraînée depuis que tu as 5 ans. À 5 ans, d'abord, on a commencé à faire des galipettes, à donner des petits coups de poing. Mais après, effectivement, j'ai commencé la compétition assez tard, vers 14 ans. Et donc là, à partir de là où j'ai vraiment commencé à faire du karaté 2 fois par semaine, avoir les compétitions le week-end, à vraiment avoir un suivi, entre guillemets, qu'on peut avoir en tant que compétiteur. Et juste, ça demande énormément plus de concentration, plus d'investissement aussi au niveau du temps personnel. Et c'est quelque chose que tu voulais faire, la compétition? J'ai été amenée assez naturellement parce que ça faisait énormément de temps que j'en faisais. Et c'était un moyen de, entre guillemets, passer d'une pratique loisir à une pratique compétition où le loisir devient, entre guillemets, un peu plus sérieux. Mais ce qu'on nous répète, c'est quand même que la compétition, certes, c'est de la compétition, mais ça reste quelque chose où on est censé s'amuser. Et c'est pas se taper dessus juste pour se taper dessus et gagner une coupe à la fin. C'est aussi apprendre, le partage, voir les autres styles des autres, avoir justement ce moyen de se croiser dans la communauté du karaté, par exemple. Ouais. Ça, dans tous les sports. Et est-ce qu'il y a beaucoup de filles qui pratiquent le karaté? Enfin, peut-être de plus en plus, mais quand t'as commencé, quand t'avais 5 ans... Mais ce qui est marrant, c'est que quand on est petit, il y a énormément, il y a plus de filles. Non, il y a plus de filles, justement, qui font du karaté parce que c'est généralement les parents qui les mettent à des sports de combat. Et après un certain âge, évidemment, elles arrêtent. Après 10 ans, par exemple, passé 10 ans, je pense que on était juste 2 filles ou 3 filles parmi une dizaine de garçons. Et
Mais après, ça nous soude entre nous. C'est ça aussi l'avantage. Mais évidemment, au bout d'un moment, on en a marre de se prendre des coups, on a envie de tester autre chose. Ça n'empêche pas de continuer le karaté, de tester autre chose, mais parfois on peut être attiré par autre chose assez naturellement. Donc c'est pour ça. Mais après, dans les compétitions, c'est sûr qu'il y a plus de garçons, mais je trouve que déjà entre les filles, on est assez bien répartis, je trouve. J'avais fait une... Pardon, vas-y. Non, je me demandais, tu combats toujours contre une fille Oui, toujours contre une fille. Sauf, ça arrive dans les compétitions... Mais c'est vraiment très très spécial. C'est par exemple dans un département, quand il n'y a pas assez de monde pour combattre, ça peut arriver de combattre contre un garçon. Ouais, quand il n'y a pas de choix vraiment. Mais ça, c'est vraiment très spécifique. C'est les combinés où on fait à la fois du combat et du kata. Donc le kata, c'est une espèce de chorégraphie et qui ne nécessite pas en fait de se combattre. C'est juste montrer la technique sans devoir combattre. Et là, faire des katas mixtes, c'est possible. Moi, j'ai déjà fait ça contre un garçon et ça n'empêche absolument pas de pouvoir gagner son kata, par exemple. Puisque c'est juste de la technique pure. Et donc là, on peut montrer son style, on peut s'exprimer assez librement là-dessus, ce qui est bien. Moi, j'ai eu la chance d'assister à une performance d'Olivia et une autre étudiante à Sciences Po qui avaient chacune leur style. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant, surtout quand vous sortez les sons aussi d'expression. Là. C'est justement un son qui vient donc du ventre, pas vraiment de la gorge. C'est pour ça que c'est un peu guttural. Et c'est assez impressionnant, effectivement, sur le coup. Et quand on connaît pas, et surtout qu'on a tous des kiai différents, donc c'est très drôle de voir les différents sons qu'on peut faire, chacun peut faire. Et justement, c'est un peu... lors de cette présentation, notamment, ce qu'on m'avait dit après par la suite, ce que des personnes m'avaient dit, des filles, c'était que ces sons-là, au final, ça donnait une énergie aux gens, et ça les... empower, je sais pas exactement comment dire. Ouais, c'est les empouvoirer. C'est les empouvoirer, mais... Ça leur donne de la force. Exactement, sans pour autant être sur scène avec nous, et ça leur donnait de la force de voir qu'on était que 3 filles, que des filles sur scène, à combattre, et justement à montrer qu'on pouvait se défendre, qu'on pouvait faire des trucs de dingue, sans forcément être un garçon avec des tonnes de muscles ou je sais pas quoi. Parce que c'est quand même impressionnant, je trouve, ces cris, parce qu'on est quand même dans des sociétés qui nous demandent d'être assez silencieuses de manière générale, et tout ce qui déborde, c'est vu de manière un peu... Oula. Au début, c'est très dur. Au début, c'est très très dur de donner un kai. Et justement, le kai montre entre guillemets un peu la personnalité des gens. Moi, le mien est assez réservé. Et c'est pas vraiment un vrai cri, c'est un bruit de gorge qui vient du ventre. Mais c'est très dur au début de faire un vrai kai. Surtout, il y a le regard des autres, etc. Mais quand justement on y arrive, ça donne vraiment une euphorie dans le combat ou dans le kata. Ouais, c'est libérateur incroyable. aussi. Exactement, c'est libérateur. Et donc, tu es ceinture noire, tu disais, est-ce que ça va vite pour devenir ceinture noire? Est-ce que tu peux faire quelque chose après? Oui. Alors, ceinture noire, moi je suis ceinture noire premier dan, donc c'est le début. On dit que dans notre jargon, c'est-à-dire que on est ceinture noire, en fait, on est débutant. Ça y est, on a appris les bases et un nouveau monde s'ouvre à nous. Et du coup, tu dis, c'est première dan ou première dame? Non, mais j'ai pas entendu tout à l'heure non plus. C'est femme, non, c'est première dan avec un N. Ok. Et donc il y a en tout, il y a la ceinture blanche à la ceinture noire avec, je dois en avoir 6 ou 7 entre ceinture blanche et noire. Et ensuite arrivé à la ceinture noire, donc premier dan, il y a 10 dan par la suite. Ah ouais. Et ce que vous connaissez pas, c'est à partir du, je crois 6e dan, on passe sur une ceinture qui est à la fois rouge et blanche. Et arrivé au 7e dan, au 8e dan, je ne sais plus exactement, on arrive sur une ceinture qui est totalement rouge. Donc en fait, si vous croisez quelqu'un qui a une ceinture rouge, c'est vraiment le plus haut possible. Ah oui, c'est pas entre blanc et noir. Exactement, non. Après noir, c'est pour ça que c'est un nouveau monde en fait. Pourquoi on croit que c'est ceinture noire le plus fort alors? Parce que c'est très dur d'arriver aux ceintures c'est clair, rouge. C'est extrêmement dur. En France, il y en a pas énormément, on les croise souvent sur les stages, etc., très haut gradés. Et c'est vraiment très dur d'accéder au final. Parce que il y a aussi une question d'âge, en France en tout cas, pas au Japon, mais en France, pour avoir sa ceinture noire, on considère qu'il faut un certain âge pour avoir une certaine maturité. À 14 ans, on peut passer sa ceinture noire, mais pas avant. Moi, je l'ai passé à 14 ans. Et pour avoir sa ceinture noire 2e dan, il faut avoir 17 ans. Et donc ça fait le 3e dan, et après il faut attendre 3 ans, 4 ans, et donc pour avoir la ceinture rouge, donc... faut 65 ans. Exactement, non, vraiment, faut 65 ans. Voilà. C'est vrai ouais, c'est vraiment ça, 60 ans. Ah ouais. Non, et ça c'est intéressant parce que ça casse aussi le cliché du sport où il faut être jeune pour être dans la meilleure forme. Ouais. Justement, c'est ça qui est bien avec le karaté, c'est que ça donne une confiance en soi parce qu'on utilise son corps et peu importe qu'on soit petit, grand, on l'utilise comme on l'utilise avec ses qualités, avec ses défauts. Si on n'est pas fort, on utilise la force de l'autre et c'est ça qui est bien aussi.
Ouais, puis je trouve que c'est aussi une philosophie un peu le karaté. Enfin, c'est un art le martial. respect. Ouais. Il y a énormément de valeurs qui sont véhiculées. On rentre sur le tatami, tout de suite on nous dit c'est le respect. Déjà on rentre sur le tatami, on est obligé de saluer. Et donc déjà savoir baisser la tête, etc. C'est des choses qui sont véhiculées énormément. Donc c'est transmission de valeurs plus particulièrement. Ouais. Alors quand on cherche sur internet femmes et sports de combat, vous essayerez sur Google, on tombe sur des articles qui vantent ces sports pour perdre du poids, pour savoir se défendre, pour se détendre aussi, pour devenir plus souple, plus agile. Bref, c'est des arguments qu'on n'utilise jamais pour les hommes. On va pas leur dire mais oui, fais de la boxe, tu vas devenir plus maigre pour cet été, pour mettre ton maillot de bain. Ou alors, les articles expliquent quels sont les sports de combat qui sont spécifiquement mieux pour les femmes, comme s'il y en avait certains qui étaient mieux pour nous, plus adaptés. Alors, au passage, Marie-Claire, donc le magazine, nous n'avons pas de sirène qui s'appelle Marie-Claire, nous donne des chiffres. Il y a 40% de femmes dans les clubs de boxe. Pourtant, dans les femmes dans les sports de combat, ça a aussi été un combat en soi. Alors que les hommes sont présents sur les rings des Jeux Olympiques depuis 1904, la boxe féminine y a été admise 108 ans plus tard, en 2012. Et même constat en France où la première compétition de boxe féminine a eu lieu en 1997. Et en 2019, j'ai trouvé une super information sur le karaté. Il y avait 36% de femmes dans les clubs de karaté. Donc on est encore loin de la place des femmes. Et alors je n'ai pas de chiffres sur le nombre de femmes qui vont vraiment aux Jeux Olympiques en karaté comparé au nombre d'hommes. Non, justement, les Jeux Olympiques, c'est très, contrôlé. C'est comme dans tous les sports, en fait, on envoie forcément 2 athlètes. Mais sauf que 2 athlètes, évidemment que sur un pays entier, ça se voit pas la disparité dans les clubs. Mais on envoie toujours 2 athlètes, mais ça peut être 2 ou 3 en fonction des catégories de poids surtout, parce qu'on combat en catégorie de poids. Et donc là, on voit pas la différence, la disparité lors des JO. Ouais, tout à fait. Et du coup, toi, Olivia, tu vas continuer, j'imagine, le karaté pour être ceinture rouge un jour. J'espère, on verra bien. Mais du coup, tu pratiques en compétition. C'est quoi là les prochaines compétitions que tu vas avoir Alors, j'ai quitté la région dans laquelle je faisais beaucoup de compétitions et au Havre. Donc, c'est-à-dire qu'en karaté, c'est très difficile parce qu'il y a énormément de styles. Ça donne une diversité énorme. C'est ça que je voulais te demander aussi, ton style. Mon style s'appelle Shitoryu. C'est pas très répandu en France, mais par contre, ça l'est beaucoup plus au Japon. Tous les champions du monde sont du style Shitoryu, alors qu'en France, le style le plus répandu, je dirais que c'est le Shotokan en fonction des prononciations. Et au Havre, c'est presque que des clubs Shotokan, il me semble. Ce qui fait que c'est très différent de pouvoir s'adapter. Il y a des positions qui sont différentes, il y a des noms qui sont différents, le nom des techniques est différent. Les katas, donc les chorégraphies qu'on apprend sont différents. Ce qui fait que c'est très dur de continuer au final. Donc c'est pour ça que j'ai plutôt mis un stand-by pour tester autre chose. Okay. Mais je n'arrêterai pas complètement le karaté, je pense. Et du coup, qu'est-ce qui définit ce style particulier là dont tu parles Ce style particulier, il est plutôt pratique parce qu'il est... Dans le monde du karaté, on a tendance à dire que les Shitoryu sont un peu des danseurs parce qu'on bouge énormément, ce qui fait qu'en fait on évite énormément les coups. On glisse Shitoryu, le caractère chinois en tout cas, ça s'appelle c'est la soie. Donc en fait c'est pour ça que ça glisse énormément. Et contrairement au Shotokan, on peut voir que le Shotokan ça rentre énormément plus dans le combat et on finit souvent avec des énormes bleus au bras parce qu'on va bloquer les coups plutôt que les éviter. Et c'est pour ça que je trouve que le Shitoryu c'est un style qui est vraiment très... Après, je suis pas très, très objective. Mais c'est normal. C'est mon style. Mais je trouve qu'en tout cas, c'est plus fluide et plus fluide, ouais. beau aussi, Exactement. C'est ça qui est bien. Et alors, du coup, si je présentais ces chiffres, c'était pour te demander ce que ça te fait d'être femme dans ce sport et dans les sports de combat en général. Dans le karaté, je dirais qu'être une femme, c'est pas non plus un très grand problème parce que, comme on l'a dit, il y a une transmission de valeurs et la principale valeur, c'est le respect. Donc, qu'on soit une femme ou un homme, le respect, il est toujours le même. Et c'est ça qui est vraiment bien, je trouve vraiment bien. J'ai fait d'autres sports, donc le kayak par exemple, que je fais depuis assez longtemps. Et j'avoue qu'au kayak, il y a déjà plus ce côté où on se charrie parce qu'on est une femme, parce qu'on n'avance pas assez vite, parce qu'on n'arrive pas à utiliser ses bras, enfin, on n'a pas des aussi gros bras que les hommes. Alors qu'au karaté, justement, c'est pas grave si t'as pas des gros bras, tu vas utiliser la force de l'autre, tu trouves un autre moyen de faire et tu t'adaptes. Et c'est pour ça qu'être une femme dans le karaté, c'est pas si dur que ça, je trouve. Parce que je voulais te demander s'il y avait des stéréotypes ou des choses que tu aurais vécues aussi qui te rappelleraient, qui auraient pu te rappeler, toi t'es une femme, c'est différent d'un homme dans le karaté ou... Non, dans le karaté justement c'est vraiment ça, le respect. Après dans tous les autres sports de combat, je connais pas assez pour en parler, mais étant donné que c'est un art martial, je pense que le judo c'est un peu pareil, etc. Il y a quand même ce respect.
Même que ce soit en c'est assez amateur positif. comme en compétition. Ouais, c'est assez positif de là. Après, compétition, moi j'ai juste fait compétition niveau régional, c'est tout. Je suis pas non plus allée. C'est déjà bien. Hein. Mais voilà, je trouve qu'il y a énormément de respect, je trouve très très positif par rapport à d'autres sports qui peuvent exister où effectivement là il y a un énorme stéréotype. Et du coup, puisque quand on va sur Internet, on parle de ces sports de combat dans l'idée que les femmes devraient apprendre à se défendre, ce qui est toujours très intéressant, puisque c'est à nous de trouver la solution aux violences qu'on subit plutôt que d'arrêter la violence à sa source. Est-ce que tu as déjà utilisé le karaté dans ta vie personnelle? Est-ce que tu as le droit, d'ailleurs, puisque la boxe, tu n'as pas le droit du coup d'utiliser la boxe en dehors d'un terrain de boxe. Est-ce que tu as le droit d'utiliser le karaoké? C'est pas le même. Le karaté, pardon, en dehors du coup d'un tatami. Il me semble qu'il n'y a pas de problème particulier. Il y avait une rumeur comme quoi, mais ça c'était il y a très longtemps, il me semble que quand on était ceinture noire de karaté, on devait se déclarer à la gendarmerie. Sinon on était considéré que si on attaque, enfin quelqu'un nous attaquait, qu'on se défendait, qu'on blessait la personne, on était considéré comme potentiellement condamnable. Mais il me semble que c'était une rumeur. Je suis pas sûre de ça. Mais non, le karaté... De toute manière, on nous apprend d'abord à nous défendre avec le karaté. C'est jamais, on n'attaque jamais en premier. Et mais même pas une prise à ta sœur pour se marrer. Alors justement, c'est une grande sœur, donc oui, ça m'arrive de le faire depuis parce que mais elle sait se défendre avec son judo. Non, justement, elle a tout oublié. C'est ça qui est pratique. Mais non, après, justement, ça aide énormément quand j'ai des amis qui vont, je sais pas, dans des endroits qui craignent un petit peu. Et le premier truc que je leur apprends, c'est, je sais pas, vous prenez votre clé c'est une arme, quoi, ou les points sensibles sur lesquels il faut appuyer, qui sont tout simples que tout le monde peut apprendre. Il faut juste avoir le réflexe de le faire, mais justement, ça peut aider à des personnes pour s'en sortir dans la rue, quoi. Et vous, Marie et Tiffany, vous avez déjà dû vous battre, réagir à une situation? Pas vraiment me battre dans la rue ou autre. Après, moi, j'ai fait un petit peu de boxe quand je suis arrivée au Havre. Mais voilà, j'étais pas assez régulière. Mais c'était chouette. Et j'ai fait aussi un peu à Okinawa Club, là. Le nom m'échappe. Le Krav Maga. Krav Maga. Oui. Ouais. Alors ça, c'est très dans les articles féminins. Ouais. C'est parce que c'est vraiment pour se défendre, normalement. Ouais, tout à fait. C'est utilisé par l'armée israélienne. Tout à fait. C'est très violent dans sa version. C'est très, très violent. Ça fait très mal. Ouais, j'avais fait quelques cours. Hein. J'ai du mal à être très régulière dans ce genre de choses. Mais... Moi, j'ai toujours voulu faire de la boxe, mais mes parents m'ont toujours dit non. Quand j'étais Faut plus pas jeune. Te casser le nez, ma chérie. Exactement, c'était exactement cet argument, genre non, mais tu sais, on va te casser le nez, tu vas avoir le nez tout tordu. Et puis on pourra plus te marier. Et le rugby aussi, tu oublies du coup. Ouais, non mais parce que les oreilles, tout ça, tu comprends. Non mais voilà, donc c'était un peu ça. Donc j'ai fait d'autres sports, hein, mais jamais de combat. Alors j'ai fait du kickboxing moi quand j'étais en Australie. C'était assez défoulatoire. Je dois dire que ça défoulait bien. Et alors j'ai fait aussi de l'autodéfense, mais de l'autodéfense féministe, où en fait on n'apprend pas à se battre, on apprend surtout à se partager plein de stratégies entre femmes sur comment réagir. La meilleure étant de courir très très vite, parce que finalement c'est un peu la meilleure. Ouais. Mais non, mais parce que finalement à un moment il faut être réaliste. Il faut éviter d'aller au plus proche de devoir se défendre physiquement. Il y a des kits illégaux sinon de défense sur internet. Pardon. Mais non, je n'ai rien dit. Ce qui est assez fou, c'est aussi quand tu te fais agresser en rentrant chez toi le soir par un homme en général, hein, malheureusement, et que tu te défends et que tu commences toi à l'agresser. En fait, en général, les flics te disent non mais pourquoi vous n'êtes pas parti en courant? Pourquoi vous avez riposté en fait? Et j'ai une amie à qui c'est arrivé et en fait limite le mec voulait porter plainte contre elle, alors que c'était lui qui l'avait agressé, quoi. Et c'était assez flippant même de la part de la police d'avoir ce genre de réflexion, quoi. Oui, tout à fait. Alors dans les sports de combat, les femmes se battent concrètement, mais peuvent-elles aussi se battre pour des causes? Les Grenades, qui est un magazine féministe de la télévision belge RTBF, je suis très fière, j'ai placé 2 fois la Belgique ce soir, c'est clair. a dédié un article aux sportives en lutte. Les journalistes montrent que beaucoup de sportifs de haut niveau se servent de leur visibilité, de la visibilité qu'apporte leur performance pour mettre en lumière des sujets sociétaux importants. C'est le cas de la joueuse de tennis Naomi Osaka,
qui avait mis notamment sur la table en mai 2021 le sujet de sa santé mentale en refusant de participer aux conférences de presse de Roland-Garros pour se préserver, ayant vécu précédemment des périodes de dépression. Mais ces prises de position sont rares car le système sportif contrôle fortement les athlètes qui doivent, eux et elles, s'assurer de garder leurs sponsors et ne pas sortir de leur rôle. Leur rôle est quand même de gagner et de faire rêver. Alors Olivia, est-ce que pour toi, tu penses qu'il est possible d'utiliser le sport pour faire avancer l'émancipation des femmes et l'égalité ? Totalement, je pense. Il y a l'exemple de Simone Biles aussi en gymnastique qui a montré effectivement que il vaut mieux se préserver soi-même et justement éviter d'aller jusqu'à la blessure ou d'aller jusqu'à la rupture mentale. Et notamment les sports de combat, le karaté, ça permet d'avoir énormément de confiance en soi. Parce qu'on a confiance en son corps, donc automatiquement on a confiance en soi, on s'accepte. Et ça fait qu'on peut faire énormément de choses une fois qu'on s'est accepté et qu'on a confiance en soi. Vous confirmez toutes les deux quand vous avez fait vos tentatives de... Ah bah non, toi t'as pas eu le droit de faire la boxe, Tiffaine. Donc... Du coup, je suis extrêmement mal dans mon corps. Oui, mais moi je suis pas allée jusqu'à la maîtrise en fait du truc quoi. Mais j'imagine que ça doit être très agréable. Enfin moi je sais que j'aimerais bien justement des fois quand je suis confrontée à de la violence ou à de l'agression, j'aimerais me transformer en Hulk ou du coup savoir maîtriser justement des techniques pour immobiliser la personne ou autre et voilà. Mais bon, malheureusement. Non. Mais aussi c'est aussi le sport comme espace pour diffuser d'autres messages. Donc dans cet article on reparlait aussi de ces sprinteurs qui avaient levé le poing avec un gant noir, Jesse Owens. Ouais. Donc il y a est-ce que tu as vu dans ton parcours aussi à un moment des choses qui ont pu être dites parce que c'était des sportives alors que dans un autre contexte ça aurait été plus pas particulièrement le karaté parce que c'est pas très très médiatisé. On a uniquement une énorme exposition lors des derniers JO. Mais ça a été c'était les derniers JO de toute manière. À Paris, le karaté n'est malheureusement pas reconduit. Mais après, c'est pour d'autres sports également, donc il faut que tout le monde puisse avoir sa visibilité également. Et pas dans le karaté, puisque les athlètes sont vraiment pas énormément sur les réseaux sociaux. Mais je sais qu'en kayak, parce que je fais du kayak, j'ai aussi fait du kayak en compétition, il y a des comptes féministes de kayak. Et ça, c'est extrêmement bien. Avec notamment les remarques misogynes qu'elles ont pu avoir. Que ce soit de leur entraîneur, des proches ou même ou d'autres concurrents, etc. Et donc, non, ça fait du bien aussi de voir qu'on n'est pas tout seul, avoir des remarques, on n'est pas tout seul et que c'est pas normal, quoi. Il faut les dénoncer. Moi, je suis... on parle de réseaux sociaux aussi et de messages, du coup, de sportives. Et je suis pas mal de meufs qui soulèvent de la fonte, qui font vraiment beaucoup de musculation et qui... et qui partagent aussi des vidéos, des fois, où elles planquent un peu leur téléphone et elles se filment. Et en fait, où t'entends les remarques des gars, en fait, autour. C'est même plus genre, oh, j'ai entendu ça ou on m'a dit ça. Là, c'est vraiment en plein flag. Dans la salle de sport. Ouais, dans la salle de sport. Et t'es là, genre... Et puis, du coup, moi, je suis partie sur TikTok aussi maintenant et qui du coup partagent aussi des histoires sur TikTok et qui répondent face à des commentaires qu'elles ont sur leurs vidéos en mode genre oui de toute façon n'importe quoi t'es pas tu dis que t'as de la force machin mais que dalle t'es une meuf et qui font voilà hop et qui bandent leurs muscles et en mode genre t'es là genre tu vas dire quoi maintenant enfin vraiment au vu de ta photo de profil, je pense qu'elle a déjà 3 fois plus de muscles que toi, donc tais-toi en fait, tais-toi. Écrase-toi. Mais est-ce que c'est quelque chose du fait de faire du karaté comme ta sœur faisait du judo, est-ce que il y a des garçons du coup par exemple qui étaient perturbés par ça, qui se sentaient diminués peut-être, qui faisaient un complexe? C'est assez difficile parce qu'ils voulaient se battre pour montrer que... Alors justement, au contraire, dire qu'on fait du karaté, c'est assez dissuasif au niveau des garçons. Surtout de pouvoir donner sa ceinture, évidemment, ça dissuade encore plus. Mais aussi, c'est-à-dire que, ça se voit pas forcément à la radio, mais je suis d'origine asiatique. Et d'être une femme qui fait du karaté et qui en plus est asiatique, ça fait énormément de choses qui s'ajoutent. Et le combo asiatique sport de combat, donc sport art martial, ça fait tout de suite fuir à peu près les gens. Enfin, en tout cas, je suis assez tranquille à ce moment-là. Exactement. Et c'est pour ça que y a toutes ces entités-là qui s'ajoutent et je peux dire que je suis plutôt tranquille. J'ai jamais eu à me battre, par exemple. Mais par contre, à partir du moment où on commence à m'embêter, juste montrer un tout petit peu ce dont on est capable, ça dissuade encore plus. Et ça, c'est vraiment bien. Ouais. J'ai déjà eu des garçons qui m'ont un petit peu embêté. Et, elle a pris sa sœur à côté, elle lui a fait une prise. Et regarde ce que je peux te faire. Non, mais directement. Mais ça montre des choses. C'est pas mal, quoi. Ouais, non, c'est intéressant. Ça permet aussi de remettre les choses à leur place. C'est bien.
Bon, bah c'est super. Bah, on arrive vers la fin de cette émission. Merci beaucoup. Merci Olivia. Olivia pour tout ton partage. Merci à toutes pour cette émission engagée. Merci Sirène. Fidèle sirène aux manettes, au jingle percutant. Je veux dire celui-là. J'emmerde le patriarcat. Tout à fait. Merci Marie. C'est avec plaisir. Et merci Olivia d'avoir pris le temps de nous rendre visite pour cette émission sur les femmes battantes et combattantes. On se retrouve dans 2 semaines à 20h et aussi en podcast sur le site de Westrack Radio, sur notre page Facebook Le Chant des Firennes. Et pour terminer, avec détermination et espoir, on va écouter une autre suggestion d'Olivia, Amel Bent, avec Ma philosophie. Bonne soirée à toutes et à tous. Salut. Bisous. Ciao. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit. Je reste le poing levé, pour le meilleur comme le pire. Je suis métisse mais pas martyr, j'avance le cœur léger, mais toujours le poing levé. Lever la tête, bomber le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix, je suis là qui bat le roi. Malgré nos peines, nos différences, et toutes ces injures incessantes, moi je lèverai le poing, encore plus haut, encore plus loin. Viser la lune, ça me fait pas peur, même à l'usure, j'y crois encore et en cœur. Des sacrifices, s'il le faut j'en ferai, et j'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé. Je ne suis pas comme toutes ces filles, qu'ont des visages, qu'ont des habits. Moi j'ai des formes et des rondeurs, ça sert à réchauffer les cœurs. Fille d'un quartier populaire, j'ai appris à être fière. Bien plus d'amour que de misère, bien plus de cœur que de pierre. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, avec la force et le sourire, le poing levé vers l'avenir. Lever la tête, bomber le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas